Bonjour à tous. En ces temps difficiles, nous avons aujourd'hui voulu mettre en avant deux femmes qui vont nous délivrer un très beau message de paix. Aurélie et Jeanne ne se connaissent pas, mais elles ont toutes les deux traversé la pire des épreuves, l'assassinat de leur enfant. Après des années de souffrance et un long cheminement, elles ont trouvé le courage d'accorder leur pardon à celui ou ceux qui leur avaient enlevé ce qu'elles avaient de plus cher au monde. Bonjour, mesdames. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Aurélie, vous êtes pédiatre à Échirolles, juste à côté de Grenoble, il y a encore 4 ans. Vous meniez une vie paisible avec vos enfants jusqu'à ce que tout bascule. C'était le 8 septembre 2012. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Mon fils m'a été sauvagement arraché au cours d'une opération qu'on pourrait appeler un lynchage, une mise à mort, sans raison. Lui et son amie Sofiane, par un groupe de 20 à 30 jeunes gens du même âge, qui ne les connaissaient absolument pas, et qui ne le connaissaient pas. Alors, à la suite de ce drame, vous avez décidé d'écrire un très beau livre, un très beau témoignage que vous avez intitulé « Le ventre arraché » et dans lequel vous parlez notamment de votre absence de haine pour les assassins de votre fils. Vous dites d'ailleurs suivre une règle, la règle des 3 P. C'est quoi les 3 P? Les 3 P, donc effectivement, on aspire tous à la paix. C'est un mot qu'on peut trouver un peu galvaudé, mais malheureusement, c'est vraiment ce à quoi l'individu aspire. La paix dans la famille, la paix à l'école, la paix au travail, la paix dans la nation, la paix entre les nations. Donc le premier paix, c'était celui-là. Le deuxième pour pardon et le troisième pour prière, qui est le socle quand même de ce qui me permet d'accéder aux 2 autres. J'imagine que vous n'y avez pas accédé tout de suite à ces 3 P, que ça a été un long cheminement personnel. Exactement. Oui, tout à fait. Je pense aussi qu'on réagit avec ceux avec qui on est bâti. La culture de la haine ne m'appartient pas. Donc je pense que même si elle m'appartenait, j'aurais de façon logique travaillé pour qu'elle ne m'envahisse pas, pour mon propre salut. Avant les 3 P, il y a eu les 3 R quand même, que vous avez combattus. Donc que je devrais combattre s'ils m'avaient habité. Ils nous ont jamais habités. Très Alors c'est quoi les 3 R? Les 3 R, donc c'était la rancœur, un instinct de vengeance qui est un peu naturel. Le remords, quand il n'est pas suivi d'une action positive, vous enferme aussi. Et la rancune. Ça se rejoint un peu, mais sur des formes, des nuances et des degrés. En fait, très sincèrement, ils ne m'ont jamais habité, je ne vais pas mentir. S'ils m'avaient habité, j'aurais essayé de les combattre pour ne pas être enchaîné et vivre une vie renfermée et ne pas m'ouvrir à ce que la vie avait encore à m'offrir. Est-ce que les agresseurs vous ont demandé pardon? Cette démarche n'a pas été entreprise par ces jeunes gens. S'ils le faisaient, vous leur accorderiez? Après ce que je dis, je pense que la logique voudrait que je leur accorde. Mais comme je dis, il y a 2 démarches dans un pardon. Celui qui le demande et celui qui l'accorde. Ah, c'est un chemin à 2. Je ne peux pas faire leur chemin à leur place. Le mien, ce pardon, il est acquis. C'est-à-dire cette capacité de dire ce que tu as fait. Je pense qu'effectivement, il peut être détaché de ta personne. Tu as commis un geste ignoble. Tu as provoqué une douleur incommensurable. Il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui continuent encore à souffrir. À ce jour. C'est, je veux dire, inimaginable. Donc, ton geste, je veux le détacher de toi. Et toi, tu as droit, en tant que jeune homme, ils sont jeunes. Ils ont 21 à 25 ans. Enfin, il y avait 3 mineurs. Comment ne pas leur accorder quelque chose, une espérance, un avenir? Donc, forcément. Jeanne, comment vous réagissez aux propos, au témoignage d'Aurélie? Je suis très émue. Ma fille aussi a été assassinée par un informaticien qui lui avait installé l'ordinateur et qui allait lui donner des cours. Après, c'était en 99. Et dans la nuit du 5 au 6 février 2000, ce garçon a entendu une voix qui lui a dit « Va tuer Laurence, va tuer Laurence ». Le lendemain, il est arrivé chez ma fille, elle lui a offert une boisson. Et ils se sont dirigés vers l'ordinateur. Il a sorti son marteau, il a frappé de 12 coups de marteau. C'était il y a 16 ans. Oui. Est-ce que cet homme-là souffrait d'une pathologie psychologique? Comme il a entendu cette voix qui lui disait, on a pensé, je pense que les psychiatres ne l'ont pas tout à fait dit, mais l'ont trouvé responsable, schizophrène.
mais il n'a jamais été soigné et il ne s'est pas reconnu malade, lui. Alors j'imagine que vous êtes passé par toutes les étapes, tous les oui. questionnements possibles, imaginables. Est-ce que vous avez suivi un peu le même cheminement qu'Aurélie? Le procès a eu lieu 2 ans après. Mais il n'y a jamais eu de haine dans mon cœur, ni d'esprit de vengeance. Dès Déjà, le début? Dès le début. Dès le début. Comment vous l'expliquez? Je l'explique parce qu'il y a une grande foi en moi, et puis c'était le destin. Voilà, je suis très C'est ce croyante. que vous avez en commun, la foi? Oui, moi j'ai une grande foi. Oui. Vous l'aviez aussi, cette foi-là? Et je l'ai Aurélie? toujours, oui. Oui. Elle m'a beaucoup soutenue. Ouais. Alors, on va saluer nos 2 experts qui vont nous aider à comprendre vos cheminements à toutes les deux et à décrypter ce choix du pardon et de la paix que vous avez fait. Yvonne Poncet-Bonissol et Marc Gégère. Bonjour à tous les deux. Déjà, qui sont ceux qui n'arriveront pas à pardonner l'impardonnable? Alors déjà, c'est savoir avec la philosophie, savoir avec la spiritualité, savoir avec la foi. Ne pas pardonner l'impardonnable, c'est accepter, et c'est-à-dire être envahi par la haine et le désir de vengeance. Alors pour certains, c'est un acte de courage que de pardonner, d'autres, c'est un acte de faiblesse. Mais si on n'est pas capable, si on a une mauvaise gestion et si on a un lien trop fort, il faut du temps pour pardonner. Je dis que si en plus on n'a pas la foi, c'est encore plus compliqué. Parce que vous avez une dimension spirituelle. C'est-à-dire que vous vous décollez en permanence de la haine et du désir de vengeance pour vous offrir à la vie. Et on sent chez vous ceux qui sont capables de pardonner, comme Aurélie et Jeanne, sont habités par l'amour de l'autre, la compassion, d'ailleurs vous le dites, ça fait partie de vos valeurs. Donc c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile de vivre en étant habité par l'amour que par la haine et l'idée de vengeance? Oui, parce que la haine et l'idée de vengeance, ça vous détruit, ça vous aliène, ça vous emprisonne, ça vous enchaîne, c'est vos termes Aurélie, et c'est juste. Et donc on est totalement habité par ça et on n'a pas de place pour l'autre. On est complètement replié avec cette haine et on reste en lien avec l'agresseur. C'est-à-dire qu'avec cette haine et le désir de vengeance, eh ben, la scène, on est collé à la scène de violence, et on est collé à l'agresseur. Au fond, on lui fait plaisir. Alors, on va revenir en images sur cette altercation qui a tourné au lynchage et à la mort de votre fils et de son meilleur ami. C'était en 2012. Un échange de regards à la sortie du lycée et l'engrenage est enclenché. Wilfried, un jeune d'un quartier des Chirolles, est frappé pour ce regard mal perçu. Son grand frère, Kevin, un étudiant en master d'économie surnommé le réconciliateur par ses voisins, tente d'apaiser les esprits. Tout s'enflamme au contraire. Kevin et son meilleur ami, Sofiane, qui se destinaient au métier d'éducateur sportif, sont l'objet de l'acharnement de 15 adolescents fous de rage. Ils viennent de la Villeneuve, côté Grenoble, et veulent marquer leur supériorité sur le quartier des Chirolles, conçu dans les années 70 comme une cité utopique où le brassage social fonctionne. Les 2 victimes y avaient grandi. Alors j'imagine que c'est compliqué pour vous de revoir ces images. Les médias ont parlé d'un mauvais regard qui aurait conduit à ce déchaînement de violence. Est-ce que vous savez, vous, aujourd'hui, ce qui s'est réellement passé ce 28 septembre 2012 ? Tout part d'un mauvais regard, effectivement. Mais un peu comme la guerre des boutons. Je veux dire, il n'y a rien qui justifie. Il n'y a aucune commune mesure entre cette petite altercation et l'assaut final. Je veux dire, voilà, en fait, entre donc le mauvais regard et la scène du crime, alors ça s'est déroulé en 3 temps. 3 temps. Voilà, entre les deux, il y a une deuxième scène où, ayant été gazé, mon fils cadet Wilfried... Qui avait quel âge, Wilfried ? Wilfried, à l'époque, il avait 17 ans. Donc il revient à la maison et il témoigne à son frère de ce qui s'est passé à son frère Kevin, qui venait juste de rentrer d'Aix-en-Provence, où il venait finir sa licence professionnelle. Et il donc, faisait des études de quoi ? Études donc de master en vente, technologie, sciences et technologies du commerce. Voilà, management, pour dire. Voilà. Et il voulait aller vers le master, en vérité. Et donc il venait de réussir brillamment sa licence, en fait. Et
Et ça faisait quelques jours qu'il était à la maison et qu'il organisait son déménagement depuis Aix-en-Provence pour rejoindre donc la famille. Donc je l'avais pas vu pendant toute une année pratiquement. Et voilà, dans les conditions dans lesquelles ça apparaît. Donc il connaissait pas plus ses jeunes puisqu'il avait fonctionné toute l'année sur Aix-en-Provence. Donc les 3 temps, c'est ça. Sortie du lycée, un mauvais regard que mon fils adresse à un autre jeune homme parce que, vous savez comment ça se passe, hein, leur code. Les codes, les regards ont des codes. Moi, j'ai appris ça après. Deuxième scène, donc, se passe à 20 mètres là où les enfants ont été lynchés parce qu'ils reviennent sur les lieux, ceux qui ont gazé mon fils. Ils reviennent et là, ils tombent sur Kevin qui disent « Mais pourquoi vous avez fait ça à mon petit frère? Il est plus jeune que vous, on ne se comporte pas comme ça. » Donc réprimande. Ça, c'est un peu la posture de mon fils. Qui est, Donc il prend la défense de son frère. Voilà, et qui donne une leçon de civisme aux autres quand même. Et ça a été, à mon avis, mal vécu. Parce qu'entre-temps, l'autre avait sorti un objet contendant qui lui a arraché, Kevin lui a arraché des mains et lui a donné une gifle. Bien sûr, tu n'as pas à me menacer quand je viens te demander de présenter tes excuses à mon petit frère. Bref, donc le grand frère qui joue un peu au protecteur. Ça a été mal vécu, je pense, c'est un affront. Mais de l'affront à la scène primitive, avouez qu'il y a un fossé. Parce qu'ils sont revenus en horde, il n'y avait aucune égalité. 20 contre 4, il y a 2 rescapés. Leur posture n'est pas meilleure. Hein. Il y a 2 morts, mais je peux vous dire qu'on les a beaucoup accompagnés, les 2 autres. Parce que la culpabilité, la peine, enfin, tout ce qu'ils ont pu, enfin, il faut le vivre. Hein. Enfin, c'est peu dire. Mais c'est tout ça qu'on a dû porter derrière. Voilà. Donc ils sont revenus très nombreux. Très nombreux pour Combien de venger temps un après, affront. en fait? Ça a pris une demi-heure. Une demi-heure, oui. Donc ils se sont défendus. Kevin, En vérité, ils n'avaient rien pour Sofiane. se défendre. Ils n'avaient rien. Les autres étaient munis quand même donc de bâtons, de battes de baseball, de pistolets à grenaille, de pioches. Pardon, c'est la pioche qui a quand même été enfoncée dans la rate de Sofiane. Donc ça ne peut pas être fait sur un geste impulsif. Je pense que, comme a dit le procureur au terme du procès, c'est une scène unique de mise à mort qui a été organisée pour un motif de laver un affront. Affront aussi futile que je viens de vous le présenter. Une mise à mort. Oui, mais Une c'est mise à exactement mort ça. Oui, et une passion quelque part de la destruction. Je crois qu'on ne faut pas oublier que certains Je suis d'accord offenseurs, avec vous. il y a une passion de la haine. Parce que il y a nourri une- par ça. Ben oui. c'est même nourri une par ça. fascination. Nourri par C'est ça. cette passion de la destruction, Une de la jouissance mort. même. Voilà. Une jouissance, parce que Oui. une jouissance de faire mal. C'est la ça. fascination de la violence. De la violence C'est et de ça. la Ils sont mort. fascinés par ça parce que c'est le moyen d'accéder au pouvoir. Ça fait extrêmement peur comme comportement, mais c'est vraiment ça le moteur. Le moteur, c'est que je ne peux pas apparaître comme étant un faible et je suis fasciné par ce qui me permet de ne pas être faible, c'est-à-dire la violence. C'est vraiment la jungle. Et je suis dans le groupe qui me protège. Et aussi. il n'y a rien de pire qu'une attaque de groupe parce qu'elle la horde. déresponsabilise chaque acteur du groupe. Chaque membre du groupe se sent déresponsabilisé puisque finalement, c'est le groupe qui agit. Donc ça donne des déchaînements de violence. Et après, évidemment, lors du procès, personne ne revendique la paternité de l'acte violent. Et pour cause, puisque c'est pas eux, c'est le groupe. C'est le groupe. C'est abominable. Voilà, donc 6 semaines qui nous ont laissés dans un état de délabrement que vous pouvez imaginer. Oui. Vous Oui, il y a l'avez eu- appris à quelle heure, vous? Donc je reviens de mon boulot, comme je rentre assez tard, et c'est la vie de beaucoup de Français malheureusement. Et je revenais un peu plus tôt parce que mon fils me demandait de revenir plus tôt. Et voilà, il me donnait beaucoup de leçons, Kevin, quand même. Il avait dit plusieurs fois, écoute maman, tu n'as plus 20 ans, tu peux revenir plutôt de ton travail. Et honnêtement, je m'efforçais de le faire. Donc ce jour-là, particulièrement, je suis revenue assez tôt. Et au moment où je pose mon sac, où j'enlève ma veste, on frappe à la porte. Et c'était donc Rachid qu'on a vu sur l'image, qui me dit, écoute Aurélie, Kevin a été emporté. Voilà, donc dans la minute qui a suivi, je pense. Il était quelle heure, là? Il était entre 20h, entre 20h30 et 20h45. Et donc il fait encore... Et les événements s'étaient produits à quelle heure? Ah, mais c'était... Dans Juste la après. foulée, ça Oui, s'est dans la passé foulée. entre 19h30, 20h à 20h, ça s'est passé. C'est je pense, ça, à peu près. c'est ça. Et donc, immédiatement, vous êtes allé à l'hôpital, j'imagine? Immédiatement, il m'a embarqué Rachid à l'hôpital, oui. Et pendant 3 heures, nous avons tous attendu devant le parvis de l'hôpital. On ne savait pas ce qu'il en était.
Évidemment, le réseau avait fonctionné puisque beaucoup de jeunes étaient présents. Vous avez demandé à voir votre fils, j'imagine? En fait, on n'avait aucun droit sur le coup. La police avait surtout peur qu'il y ait des émeutes. Elle savait très bien que les agresseurs venaient d'un quartier où, 2 ans avant, il y avait eu des émeutes qui avaient d'ailleurs justifié la présence du président Sarkozy. Donc la police, elle tient ce quartier un peu en surveillance. Donc elle s'est dit, s'ils se rencontrent, ça peut produire des dégâts. Et en fait, la police était là et elle veillait. Donc au bout de 3 heures, donc, les médecins sont sortis effectivement pour me dire froidement, votre fils est mort. Vraiment 4 mots comme ça. Aussi simple que ça, votre fils est mort. C'est une information qu'on... Est-ce qu'on on espérait pendant les 3 heures, hein. Ouais. Honnêtement, on espérait. On se disait, mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas plus tôt nous dire ce qui se passe? Peut-être qu'ils sont en train de faire de le réanimer, enfin de faire tous les soins de ressuscitation. En fait, voilà, et on était dans un tel état. Et donc quand ça a été annoncé, évidemment, pareil, la police a pensé que ça allait partir en émeute, en cri d'hystérie incontrôlable. En vérité, je me suis retournée envers les enfants, enfin les jeunes qui étaient là, et je leur ai dit, écoutez, puisqu'il en est ainsi, Kevin est mort, on nous dit que Sofiane est au bloc, où il lutte contre la mort parce qu'il y a la rate qui a pété. Et donc je vous demande de rentrer tranquillement chez vous, et demain, on verra, ce sera notre jour. Et c'est ce qui s'est produit, on est tous rentrés. Et vous? Alors c'est après que ça se passe, c'est après, quand je rentre chez moi, que j'ai Vous l'avez l'impression... vu avant de rentrer chez vous? Oui, j'ai insisté, il ne voulait pas, pour des raisons de procédure médico-légale. Et là, j'ai cru, quand elle m'a dit non, que j'allais m'effondrer. Finalement, je l'ai vu, recouvert de la civière. J'ai vu que sa tête, mais ça m'a suffi. Excusez-moi si... C'est insupportable. Je comprends bien. Je crois toujours que je vais pleurer, mais c'est plus fort que moi. Je vais me ressaisir. En fait, c'est des images. Bah, je comprends. Comment voulez-vous ne pas pleurer quand on... Je revois est la confronté civière, je revois sa tête, et je me dis, mais c'est mon fils, oui. Je ne vais pas y croire. Mais si, je n'ai pas le droit de toucher. Je n'ai pas le droit de toucher, bien sûr. Donc là, vous avez craqué à ce moment-là ou vous avez... J'ai craqué, oui, j'ai pleuré. Puis après, mon fils Steven nous a ramenés. On était tous dans un silence mortifère, quoi. Et On a l'impression d'un tsunami, de quoi? Le monde s'effondre. En fait, cette nuit-là, c'est comme si... Merci, excusez-moi. Je croyais que j'avais pas pleuré aujourd'hui. Je me crois toujours forte, mais on n'est rien fort. C'est pas vrai. Comment voulez-vous ne pas pleurer quand on évoque On n'est rien fort du tout parce que c'est toujours une histoire. Excusez-moi. Je croyais que j'allais pas pleurer. Je vais me ressaisir. Je suis désolée. Vous pleurez souvent? Ça vous arrive souvent? Je pleure tous les jours. Tous les jours. Ouais. Et alors, c'est pas grave. Ouais. La joie et le pleur C'est ce que j'allais cohabitent. vous dire. Mais oui, je pleure, je ris. Et j'entraîne les enfants avec moi dans la joie qui est la mienne. Mais toutes les images me rappellent mon fils. Il est dans ma maison. Il y a son portrait. Il ressemble à celui de Mona Lisa parce qu'il me suit dans tous mes déplacements. On dirait Léonard de Vinci. Franchement, je vais là. Et puis voilà, ça me plaît ça. Ouais, ça me fait pas pleurer quand je le vois. C'est drôle d'ailleurs. Bon. Et donc ce soir-là, cette nuit-là, évidemment, j'ai pas dormi. Je tourne dans ma maison. Vous savez, quand on sait plus où on est, la tête, elle est déconnectée. Alors je prends un objet, je le pose, je reprends un autre, je le pose, je prends un balai, je balaye, il n'y a rien à balayer. Je sais pas ce que tu fais. Il y a le linge, pardon, c'est du concret. Hein. Il y a mon séchoir que je fais souvent à 23h quand je rentre de mon boulot. Pourquoi on fait ça? Pour pas penser? Parce qu'on ne sait pas quoi faire. On En est fait. dissocié, c'est des mécanismes, on est comme robotisé quelque part. C'est ça. Et après, je dis, mais tu vas pas continuer comme ça, fais quelque chose. Et là, je me dis, mais ressaisis-toi,
tu as toujours appris qu'après un drame, il faut poser une action. Il faut rebondir en posant quelque chose de positif. Le drame vous amène toujours vers quelque chose de mortifère. Là, tu vas de l'avant. Et je me mets à réfléchir. Et là, je dis à un responsable, pourquoi on ne peut pas y faire. On ne peut pas faire fi. Hein. C'est la pire des questions. C'est toujours. Pourquoi ? Mais il faut dépasser le pourquoi. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi faire? Mais tout de suite, vous avez eu cette force de penser Écoutez, à ça, c'est le Saint-Esprit, pardon. sans vous laisser envahir par le c'est- désespoir. Je pense que même cette lettre que j'ai écrite ce soir au ministre de l'Intérieur en lui demandant qui est responsable. C'est ce que vous Pourquoi avez fait? c'est ce Ça a que j'ai été fait. votre réponse Oui, parce au que désespoir? oui, après avoir pris ma Bible d'abord pour répondre à des pourquoi existentiels. Encore une fois, la mort, c'est pas un problème. On devrait s'y préparer comme on se prépare à vivre, Ouais, d'accord? Mais celle-là, je la digère pas. Cette violence, ça m'est insupportable. J'ai toujours vécu dans une candeur en me disant, bon, quand il y a la guerre, il y a la guerre, il y a les armes, c'est pour tuer. Mais là, quoi? Il n'y avait rien, aucun ingrédient. Et c'est quoi cet arrachement? Je ne comprenais pas. Et je dis, il faut quand même trouver des raisons. Et si ça arrive demain à un autre, puisqu'on n'a pas des causes, si ça arrive, il faut qu'on les trouve, ces causes. Et qui est responsable? Celui qui s'occupe de notre sécurité, le ministre de l'Intérieur. Donc j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, au maire, au préfet, pour leur demander en tout cas, des réponses, et en tout cas de sécuriser autant qu'on peut les lieux, les quartiers. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin, très tôt? Le lendemain matin, très tôt, c'est donc comme la vie elle est faite. Hein, Kevin et Sofiane étaient désignés comme témoins du mariage de leur ami. Ce samedi, ils sont morts vendredi, et le samedi, ils étaient témoins à un mariage. On les avait choisis parce que c'est quand même des icônes. Je vous assure que je l'ai découvert au procès. Les enquêtes de personnalité étaient élogieuses sur nos enfants. C'est impressionnant, Vous c'est ne pas le moi. saviez pas avant? Ah, mais je découvre, nos Pas à ce enfants, point-là. pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Parce que l'enquête a fait tout le tour. Et des gens que je ne connaissais pas. Et ça a été. Donc qui est venu frapper à votre et porte? c'est donc le marié qui a fait un malaise quand il a appris que ses deux témoins étaient morts. Puisque Sofiane a succombé dans la nuit. Et il voulait renoncer à son mariage. Et pour moi, c'était pas possible. Et je lui ai dit non, ça fait trop de cadeaux pour les agresseurs. 2 morts, non, on va se marier. Et si tu veux, nous, on sera les témoins, le papa de Sofiane et moi. On va se marier, lui. Enfin, tu vas te marier. Enfin, on va faire ce mariage. Et donc vous avez été le témoin du mariage. On a été les témoins. Le papa, voilà, on a été les témoins. Le papa de Sofiane et moi-même. Et vous l'avez vécu comment, ce mariage? Est-ce que ça vous a... Il y avait une idée de continuer à faire vivre votre fils? Il y avait surtout une idée de dire que la vie continue. Au-delà de toutes les tragédies, oui. Ah, c'était bien, hein. C'est vraiment... Et que on ne doit pas nous arrêter notre élan de vie, quoi. Notre désir de vie. Jeanne, j'imagine que vous vous retrouvez certainement oui, complètement, oui. dans des moments, dans ces cette moments souffrance, où on est, dans la découverte déjà de... Donc oui, vous, c'était le 6 février 2000. 2000. Vous aviez rendez-vous dans la soirée avec votre fille Laurence. oui, mais je l'ai les eu à heures ont midi. passé. Oui, je l'ai eu à midi et puis elle me dit je vais venir ce soir. Et je lui ai dit je vais venir te voir cet après-midi. J'ai culpabilisé après parce que je n'y avais pas été, mais c'était le destin. Et le soir, elle n'est jamais venue, et pour cause. Je l'ai attendue toute la nuit. Et heureusement, je n'avais pas les clés de son Vous appartement. deviez être très inquiète. J'étais très inquiète, je téléphonais à son portable, rien ne répondait. Vous avez pensé à quoi? Vous vous êtes dit, elle n'a pas l'habitude de me laisser sans nouvelles comme ça? Oui, C'était pas dans ses j'ai habitudes? senti qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait, mais j'attendais peut-être le matin pour aller chez elle. Et le matin, mon mari, nous étions séparés, mais en très bons termes, bien sûr. Il me dit, j'appelle Laurence. Elle ne répond pas. Vous avez passé un bon week-end? Je dis, ben non, je pense qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Et j'ai dit, téléphone à l'appartement. La concierge nous a répondu que tout était normal. Le chat était sur la fenêtre. Je dis, non, c'est pas normal. Appelez les pompiers. Et ça s'est passé à Paris, à son appartement.
J'ai dit, je serai là dans 1 heure. Et puis les pompiers me rappellent, le chef des pompiers, me disant qu'il fallait venir, c'était très grave, que j'aille au commissariat le plus près, dans le 12e. Et la police judiciaire était là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé, mais c'est un assassinat. Ma fille est assassinée. Il me dit, on ne peut pas vous le dire, madame, c'est grave, venez. Nous sommes allés au commissariat et le policier me dit, écoutez, elle a été assassinée avec une arme blanche. De cette terrible nouvelle, j'étais comme anesthésiée, je ne réalisais pas pourquoi ma fille. Il me semblait que c'était un film qui se déroulait d'une autre personne. À quel moment vous avez compris que ce n'était pas un film, que c'était J'ai réalisé... Le soir, nous sommes rentrés avec mon mari et le lendemain, on s'est réveillés tous les deux, là. On se regardait alors qu'on était séparés dans le même lit. Et là, j'ai réalisé que notre fille n'était plus là. Alors, ça a été un effondrement, c'était des hurlements. J'étais seule le soir, mon mari était avec sa compagne. Je pleurais tous les jours, dans le métro, partout. Je ne comprenais pas alors les interrogations, les voisins, les amis téléphonaient et tout. Et on l'a trouvé au bout de 2 mois, l'assassin. Il a avoué tout de suite. Il a dit, ben, je vous attendais. C'est quand même curieux, ça. Il est allé travailler comme si rien n'était. Comment s'est-il justifié? Laurence, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce geste, mais cette voix me harcelait tellement. Va tuer Laurence, va tuer Laurence. Il fallait que j'agisse. Pourtant, Laurence, c'était la seule personne qui savait m'écouter. Et donc, il avait le temps. Il avait préparé quand même. C'est un acte prémédité. Un acte prémédité, excusez-moi. Un acte délirant parce qu'il devait être schizophrène. Pardon ? Il devait être schizophrène parce qu'il était porté, pardon. Yvonne, c'est compatible d'agir avec préméditation dans un acte délirant? Oui, parce que dans le délire, il peut y avoir la préparation. Ça, c'est une explication psychologique. Après, moi, je donnerai l'explication criminologique. Mais dans le délire, quand on est porté par une voix, on prépare quelque chose parce qu'on est porté par cette voix. On n'est pas maître de soi. Je veux dire, c'est vraiment un élément délirant. On est hors du champ de la réalité, mais ça pouvait être aussi une bouffée délirante. Une bouffée C'est-à-dire délirante, qu'après, il peut revenir totalement normalement. Oui. Et c'est pour ça que quand la police est arrivée, elle a dit « je vous attendais ». Donc c'était vraiment... Une bouffée délirante, ça peut durer longtemps? Ça peut durer quelques heures, comme quelques jours, mais ça arrive dans un ciel bleu, ça repart, et ça peut être hyper dangereux, mais il faut quand même une structure pré-psychotique, c'est pas n'importe qui a une bouffée délirante. Marc, pardon. Si vous voulez, non, mais c'est très important de donner l'éclairage de la personnalité de celui qui a pu agir dans ce sens-là. Maintenant, ce qui heurte le juriste que je suis, c'est qu'il y a un grand principe en droit français, c'est que on ne peut pas juger des gens qui commettent un fait hors d'état de manifester leur volonté. C'est-à-dire, si au moment où on agit, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne peut pas être jugé. Et là, dans cette affaire-là, il y a dû y avoir des tendances schizophréniques, quelque chose, mais les psychiatres qui ont examiné ce garçon ont considéré qu'il avait parfaitement conscience de ses actes au moment où il les commettait. En fait, le schizophrène ne perd pas la conscience de ce qu'il fait. Par contre, il dit qu'il agit ou c'est la deuxième personne qui est en lui qui agit, ou bien il agit parce on lui ordonne à l'intérieur de lui-même d'agir. Donc finalement, c'est vrai que quand on est dans ce comportement-là, on ne perd pas la conscience. On perd pied avec la réalité, parce que par définition, on n'est pas deux dans son cerveau, mais pour autant, il savait ce qu'il faisait. Finalement, la grande question qui aurait été à se poser dans cette histoire, c'est: pouvait-il ne pas agir? Avait-il un libre arbitre lui permettant de ne pas le faire? C'est toute la question qui pouvait à ce moment-là se poser. Mais le fait qu'il soit schizophrène, ça favorise des circonstances atténuantes? Alors, normalement, après, comme je n'ai pas du tout eu accès aux éléments de ce dossier, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais s'il y a un diagnostic de schizophrénie, ça veut dire que le discernement, à tout le moins, il est ce qu'on appelle altéré.
S'il n'est pas aboli, il est altéré. C'est-à-dire qu'il y a une acception un peu troublée de la réalité de ce qu'on vit. Donc peut-être que c'est ça qui a été diagnostiqué par les psychiatres, mais toujours est-il qu'il a été considéré comme responsable, puisqu'il a été jugé et il a été pris condamné. 25 ans, oui. Combien il a pris? 25 ans. Ah oui, donc... Il Alors, est toujours attention. en prison, là. Ouais. Ça aussi, on a l'impression, nous, on a tendance à se dire, à partir du moment où quelqu'un a son discernement altéré, évidemment, les juges vont en tenir compte et vont avoir une peine plus clémente. C'est pas toujours le cas. Parce que quelqu'un qui a un discernement altéré peut avoir une dangerosité plus importante que celui qui ne l'a pas. Et donc, finalement, ça peut parfois donner des verdicts assez lourds. Dès que le verdict a été annoncé, cette maman est venue vers moi. Elle pleurait, bien sûr, moi aussi. Et puis elle me dit, j'ai honte, j'ai honte. Voilà. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vais prier pour Laurence. Je lui ai dit, vous savez, nous sommes deux mamans. Nous allons prier ensemble pour nous. Qu'est-ce que ça vous a fait Pour nous, nos deux enfants. qu'elle vienne vous voir et qu'elle vous demande pardon? Vous vous êtes senti... Ah oui, bien sûr, c'était... Mais j'ai pas vu le pardon, j'étais deux mamans qui souffraient de la perte de leur enfant, parce que quelque part, elle a perdu son enfant aussi. Aurélie, ce qui a dû vous faire du bien, vous aussi, c'est ce qui s'est passé 4 jours après le drame. Racontez-nous cette marche. Oui, ça a été un moment très réunificateur, je dirais. On s'est senti vraiment porté par toute la population de notre commune, mais au-delà aussi. Cette marche blanche était fantastique. Il y avait combien de Elle a personnes? réuni, donc selon, toujours pareil, entre 15 000 et 20 000 personnes. Très, très pacifique, d'une dignité. Qui étaient ces personnes? Des personnes qui habitaient dans votre quartier? Que vous connaissiez? Que vous aviez En croisé? vérité, il y a eu... les gens venaient de toutes parts. Le bouche à oreille a très vite fonctionné, le réseau social aussi. Et ce qui fait que, oui, c'était pas que notre commune. C'était... En vérité, par exemple, dans le milieu médical, je sais que une grande partie du CHU est venue à manifester. On se sent porté, on se sent soutenu, on sent une énergie de vie plus forte. On se dit surtout que la vie est plus forte que la mort. Et on se dit que on ne rencontre pas à tout bout de rue un meurtrier, quoi. On a envie de croire en la vie et qu'on ne croisera pas à tout... Voilà, que notre monde n'est pas peuplé de méchantes personnes et qu'il y a quand même le monde des bons. Et ça donne envie de continuer, quoi. Voilà, c'est surtout ça, on se dit ça. Et qu'il y a une poignée d'individus qui vous pourrissent la vie, si vraiment je peux dire, et qui pourraient vous faire perdre votre espérance. Et non. C'est ça. Alors, le procès des assassins de votre fils a eu lieu en décembre. Est-ce que ça vous a permis, ce procès, de trouver certaines réponses aux questions que vous vous posiez? Les questions restent très actuelles. En vérité, la question est: qu'est-ce qui nourrit un groupe de jeunes gens? Certains ont une histoire avec la justice, bien sûr. Quel est le dénominateur commun, en fait? Et qui exalte au point d'aller donner la mort? Je n'appelle pas de lynchage, voilà, donc... Ô combien d'actualité, dans un autre registre. Voilà. Et quand on regarde, donc j'ai pu évidemment lire les procès-verbaux et les enquêtes de personnalité de chaque agresseur. Et c'est vrai que leur parcours est un peu chaotique. Et s'il peut expliquer certaines attitudes, comme ça, un peu impulsives, il n'excuse en rien la responsabilité. Bien sûr. Si vous les aviez en face de vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je leur dirais d'abord que je souffre beaucoup. Et avec moi, il n'y a pas que moi, en fait. Il n'y a pas un jour, en fait, où je me promène, je tombe sur une jeune fille ou un jeune homme qui me dit: Madame, vous savez, je connaissais Kevin, je connaissais Sofiane, et j'en dors encore pas. Vous voyez?
il y a des ramifications qu'on ne peut pas, insoupçonnables en fait. Donc je leur dirais d'abord qu'ils nous ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Ils ne peuvent pas réparer. Ils ont fait du mal à leurs parents. Certains. Certains ont une attitude un peu désinvolte pendant le procès quand même. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des éclats de voix. Chaque fois qu'il y avait... En représentation. C'est ça. Ils sont en représentation, ça c'est abominable pour une famille de victimes de supporter ça, de les voir continuer à être dans des postures par rapport à tous ceux qui sont là et qui les regardent, auprès desquels ils doivent conserver leur rang et leur statut, quoi. Et même la plus grande souffrance n'arrive pas à les faire descendre de cette espèce de piédestal chimérique. C'est insupportable. Ils ont été condamnés à quelle peine? De 20 à 8 ans, je crois, ça, à peu de près. 20 à 8 ans. Voilà, la peine la plus importante était 20 ans. Le procureur avait requis, l'avocat général avait requis de 15 à 20 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. 2 ont été acquittés et les autres ont été condamnés à des peines allant de 20 ans de réclusion criminelle jusqu'à 8 ans d'emprisonnement. Alors c'est là qu'on peut reparler du pardon. Est-ce que je serais mieux? Est-ce que ma peine serait moindre? Non. S'ils passaient leur vie en réclusion? Non. Puis-je leur souhaiter tout le malheur de la terre? Ça m'apporterait un apaisement? Non. L'apaisement, je l'ai construit avec d'abord la solidarité et la fraternité des individus qui nous ont accompagnés pendant toutes ces 3 années et demie. C'est la fameuse histoire de la loi du talion. Finalement, c'est est-ce que en faisant souffrir celui qui m'a fait souffrir à la hauteur de ma souffrance, est-ce que ma souffrance sera apaisée? La réponse est non. La réponse est non. Et je crois que le pardon, c'est aussi briser le cycle de la haine, ça vous l'exprimez fort bien. Et quand vous avez les agresseurs de votre fils en face de vous, vous voyez bien qu'ils ont une dimension nihiliste, c'est-à-dire qu'ils ont une forme de jouissance et de posture dans la destruction. Ils aiment la destruction. Donc c'est vrai qu'il y a un passé derrière, une insécurité précoce, oui, mais bon... Il faut aussi, est-ce qu'ils ont, eux, envie de votre pardon? Parce que si vous leur pardonnez, quelque part, vis-à-vis de vous, j'en suis pas sûre. Ressent-il de la compassion vis-à-vis de vous? J'en suis pas sûre. Et donc ça, c'est tout le problème du pardon. Donc vous pardonnez parce que c'est un acte libérateur pour vous. Ça vous permet de continuer d'être actrice de votre vie. Mais ça, c'est pour vous. Alors, Steven, votre fils aîné a tenu à être parmi nous aujourd'hui et on va l'accueillir avec plaisir. Alors, on entend une chanson et une musique de Calogero qui est chère à votre cœur, je crois, parce qu'il a écrit une chanson en hommage à votre fils. Et il est venu tout à l'heure nous dire bonjour d'ailleurs. Je n'osais pas le dire par discrétion, mais il nous a fait la surprise de venir dans les couloirs. Donc c'est un homme avec un vrai cœur. C'est un homme avec un vrai cœur qui s'est senti très proche de nous pendant ce drame. Pour Vous avoir le été connaissiez? lui-même, on ne le connaissait pas du tout. Ouais. Et son courrier a fait partie des milliers de lettres que j'ai reçues de la France entière. Il se trouve qu'il est de la même région que vous? Il est de la même région que nous et il a été aussi petit, d'après ce qu'il disait, victime un peu de maltraitance par d'autres enfants. Mhm. Alors, vous étiez très proche de votre petit frère, Kevin. Par quel sentiment vous êtes passé après la disparition de votre frère? Le premier sentiment, ça a été l'incompréhension. D'abord, pourquoi ça arrive donc à mon petit frère et aussi à son amie Sofiane. Par la suite, beaucoup de colère. Et puis, après la colère, moi, j'arrive au chagrin et je reste sur le chagrin. Vous avez mis du temps à arriver au chagrin, comme vous dites? Il a fallu 3 semaines. Pendant les 3 premières semaines, ça s'est passé comme une seule journée, où on ne réalise pas forcément ce qui se passe, malgré notre présence, que ce soit à l'autopsie, à la chambre mortuaire, à tous ces lieux, mais sans réellement réaliser
le drame qu'a traversé donc, ma famille et celle de Sofiane. Donc au bout de ces 3 semaines, c'est le chagrin qui m'a habité. Et aujourd'hui, dès que je pense à mon frère, j'en viens à Sofiane. Quand j'en viens à Sofiane, j'en viens ensuite... j'exprime beaucoup de chagrin pour les deux. Chagrin, est-ce que vous avez eu des envies de vengeance? Le mot envie, il est un peu fort. J'y ai pensé. C'est un sentiment qui traverse tout être humain, je pense. Ce qui nous différencie, c'est la capacité à le maîtriser. Est-ce que vous comprenez le cheminement de votre mère? Est-ce que vous le partagez? Je le comprends. Le pardon, c'est une notion qui... Le pardon, je comprends son sentiment et puis sa démarche de pardon. Est-ce que je le partage? Non. Est-ce que je suis d'accord? Oui, j'aimerais bien atteindre ce niveau. C'est ça. On y aspire, mais il faut pouvoir le faire, quoi. C'est lié à la foi aussi. Que vous n'avez pas? J'ai la foi, mais c'est un niveau de foi peut-être différent. Vous travaillez sur ces notions-là? Vous en parlez beaucoup avec votre mère? Non. Pas directement. On parle bien sûr du drame qu'on a traversé ensemble, que ce soit avec ma mère, ma grande sœur ou mon autre petit frère Wilfried, ou avec la famille de Sofiane. Vous arrivez à en parler déjà? Parce que c'est pas facile en général, dans ce genre de situation, on veut pas infliger sa propre douleur à l'autre et parfois on préfère s'épargner ce genre de discussion. Vous vous en parlez ensemble du drame? On parle du drame, mais on va parler de ce drame comme... Moi, j'en parle comme si je suis extérieur au drame, pas comme si c'est mon petit frère. Donc, je vais pouvoir parler de l'autopsie à des amis à moi, dans les détails, sans pour autant pleurer. Mais si je me retrouve à parler de ce genre de choses avec ma sœur ou ma mère ou mon petit frère, c'est différent, effectivement. J'ai plus de chances de verser des larmes. Et ça vous embête de verser des larmes? Non, ça soulage. Ça m'embête pas. Aucune gêne. Et sur cette notion de pardon, parce que votre mère y trouve un apaisement. J'ai pas besoin de ça pour être apaisé. L'apaisement, je l'aurais trouvé dans la sanction. Bon, j'estime qu'ils n'ont pas été sanctionnés à hauteur du crime qu'ils ont commis. Qu'est-ce que vous auriez espéré, vous? Comme pour la perpétuité, comme pour tout assassinat en France, tout simplement. Au moins pour les porteurs de couteaux et de coups mortels. En dehors de ça, après... Aurélie, j'imagine que vous essayez de faire tout ce que vous pouvez pour apaiser vos enfants. Ça doit être compliqué, ça doit être... Je crois que face au deuil, il faut admettre, il faut avoir l'humilité de dire qu'on a tous un chemin différent, qui est déterminé par notre propre histoire, en vérité. Vous pensez qu'il y a une question de maturité là-dedans? D'expérience de vie? Oui, probablement aussi. Oui, probablement aussi. Il y a une expérience de vie, puis on est connecté avec ses valeurs. Et je crois que si vous avez été, vous, enfant, baigné dans l'amour et baigné dans la foi, il est évident que votre rapport à cet événement est différent de celui de votre fils. Mais quand on vous entend parler, vous êtes resté à une phase du deuil et on voit que le pardon est emparenté avec la phase du deuil. Vous êtes resté en colère, vous êtes resté dans la souffrance encore. Donc le pardon demande une étape supplémentaire, c'est-à-dire, je dirais presque qu'il y a une forme de cicatrisation des émotions. Et là, vous n'en êtes pas encore là. Le pardon, il y a des étapes. La première étape, elle commence par les 12 assassins. Oui. Pour pardonner quelqu'un, il faut qu'il y ait une sanction, il faut que cette personne mérite le pardon. Et ce n'est pas du tout le cas. On est dans des 12 assassins qui sont dans le déni, qui ne reconnaissent pas le crime pour lequel ils ont été jugés. Donc il est difficile de les pardonner. Pardon, mais quand vous entendez votre mère dire que c'est pas parce que la peine sera plus lourde qu'elle y trouvera plus d'apaisement? La seule chose qui peut avoir une signification pour nous, c'est la peine. En dehors de la peine, on ne va pas les ressusciter. Donc, qu'est-ce qui sanctionne un crime et le qualifie? C'est la hauteur de la peine. Donc plus la peine est petite, plus le crime est léger, ce qui là ne correspond pas. Vous savez, j'ai l'habitude d'accompagner des familles de victimes depuis plus de 20 ans dans des procès comme ceux que vous avez pu vivre. Et chaque fois, on me pose cette question-là.
Est-ce que c'est suffisant pour vos clients? Est-ce qu'ils sont satisfaits de la sanction qui est intervenue? Je dis, mais de toute façon, quelle que soit la sanction, elle ne sera jamais à la hauteur de la peine que eux ressentent. Donc c'est vrai que, et c'est normal que vous alliez chercher une espèce d'équilibre entre votre souffrance et la sanction qui doit être rendue. Mais quelle qu'elle soit, malheureusement, enfin, Elle sera jamais suffisante. elle sera jamais à la Bien hauteur entendu. de ce que vous auriez escompté, parce qu'il n'y a pas de sanction qui amoindrit la souffrance. La Ça veut dire souffrance, qu'il elle faut pas doit qu'il cheminer. cherche son salut dans la peine. C'est pas ça Non. qui va C'est important qu'elle passe, c'est important que la justice se prononce, c'est important qu'une sanction intervienne. Et souvent, je dis, moi, aux gens qui m'interrogent, je dis, mais pour nous, les parties civiles, les victimes, ce qui est important, c'est qu'ils soient déclarés coupables. Ensuite, la peine, ça ne me regarde pas, c'est la société qui s'arrange avec les gens qui ont commis des fautes. Moi-même, comme partie civile, quels que soient vos avocats, on n'a pas de prise. Nous, on ne requiert pas une peine, on ne la réclame pas, ce n'est pas notre travail. C'est la société qui se sent, elle, violée dans ses règles et qui va dire ces gens ont violé cette règle et ils méritent telle peine. Nous, on n'a pas de prise là-dessus. Donc, comme on n'a pas de prise là-dessus, si on attend ça pour être mieux, on peut attendre longtemps. Je voudrais juste dire un truc, peut-être que ça peut peut-être vous aider à... humblement, si ça peut vous aider, c'est le pardon, c'est pas l'absolution. Hein. Ah oui. Pardonner, une c'est excuse. pas absoudre. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, parce que dans l'esprit commun, le pardon, c'est le pardon que le curé donne après la confession, et dans la confession, il y a l'absolution, c'est-à-dire finalement, je te lave de tes péchés. On n'est pas du tout là-dedans, et je pense que votre mère, elle n'est pas du tout là-dedans non plus. Elle est dans le pardon, c'est-à-dire je coupe le lien qui vous a uni à moi dans des conditions d'atrocité absolue. Je ne le veux plus, ce lien. Et je Maintenant, décide de ne voilà. plus trop souffrir à cause de cet événement. Enfin, je souffre par rapport au deuil, mais je renonce à la souffrance induite par la haine et la vengeance. Mais j'excuse pas. Hein. Je n'excuse pas non plus. Jeanne, vous aussi, vous avez décidé de prendre donc le chemin du pardon. Il y a eu un déclic pour vous qui vous a conduite sur ce chemin. Il y a eu un déclic en 2000. D'abord, j'étais dans l'acceptation à partir du procès. Voilà. Et en 2007, j'ai eu un anévrisme. Je me suis perdue dans le métro, en République. Je ne retrouvais plus mon chemin. Le lendemain, avec beaucoup de mal, j'ai réussi à rentrer chez moi. Le lendemain, j'ai passé scanner, IRM. Et la radiologue avec qui j'avais travaillé me dit « Qu'est-ce que tu nous fais là? Tu as un anévrisme. » Peut-être que je l'avais depuis longtemps, j'en sais rien. Elle me dit « Tu dois l'avoir depuis la naissance. » Et j'ai dit « Cet anévrisme, j'ai peut-être failli mourir à mon tour. Je vais pardonner. » Je me suis mis à écrire sur le pardon. J'ai beaucoup pensé à ce garçon, à ma famille, à cette famille aussi. Mais comment vous faites le lien entre l'anévrisme et le pardon? Vous avez dit, j'ai la chance d'être encore en vie, Voilà. moi, donc il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que j'en fasse quelque chose de cette vie, que je pardonne à ce garçon. Peut-être il a une chance de rédemption, peut-être. Alors j'ai écrit sur le pardon et j'ai écrit aux parents aussi. Vous l'avez la lettre? Oui, j'ai la lettre. Si vous pouvez nous la lire. Alors c'était le 6 octobre 2007. Madame, monsieur, j'imagine votre surprise au reçu de cette lettre. Voilà 7 ans et demi que ce drame a bouleversé notre existence de parents, mais la vie a repris son cours et un vrai travail sur le pardon a commencé pour moi. Pardon par le don d'amour, réponse à la souffrance subie qui permet de retrouver sa dignité. Mon pardon pour votre fils est sincère et profond. Ce qui m'a aidé à m'ouvrir au pardon, c'est de comprendre que votre fils a été mis face aux conséquences de son acte irréparable. C'est la loi de la justice divine, bien éloignée de la justice humaine. Il n'y a jamais eu de haine dans mon cœur, mais beaucoup de compassion pour vous. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même et le pardon, c'est la liberté. Aussi, si vous le permettez, je voudrais écrire à votre fils et peut-être un jour le rencontrer, s'il le désire bien évidemment. On a réellement pardonné quand on peut regarder l'autre dans les yeux en lui disant qu'il est à nouveau digne d'être aimé.
J'espère de tout cœur que ma démarche vous apporte un peu de réconfort. Dans l'attente de vous lire bientôt, recevez mes sincères salutations pour l'amour de nos 2 enfants. Soyez bénis. Ils vous ont répondu? Comment? Ils vous ont répondu? Un mois après. Pour l'instant, ils allaient transmettre la lettre à leur fils, savoir s'ils voulaient me rencontrer. Ce n'était pas à eux de prendre la décision et il n'a jamais répondu. Le pardon, c'est la liberté. Vous êtes d'accord avec ça, Aurélie? Il libère des chaînes qui pourraient effectivement nous emprisonner. On voit quand même qu'il y a beaucoup de vies autour de nous qui sont brisées par un pardon qui n'est pas donné. En vérité, c'est donner la chance à l'autre de dire que des circonstances particulières l'ont conduit à commettre l'acte innommable qu'il a commis. Et qu'il peut parler de rédemption, Jeanne, mais c'est vrai, cette puissance de la rédemption, moi j'y crois vraiment. Aujourd'hui, vous faites partie d'une association et le fait de rencontrer, vous rencontrez qui dans cette association? L'association, c'est un collectif qui a été mis en place parce que les gens avaient besoin, après cette affaire, d'exprimer leur désarroi. Et ils voulaient aussi en faire quelque chose. Du coup, le collectif a été créé d'abord pour prendre la parole des gens et savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, mettre en place pour que de telles choses ne se reproduisent pas. Dans la mesure où ça pouvait arriver à n'importe quel enfant de notre commune. Alors, voilà. Cette association vous a permis de donner un sens à ce drame, évidemment, d'en faire quelque chose d'utile et vous a permis également de faire de belles rencontres, notamment celle d'Isabelle et de Nabil, avec lesquels vous vous êtes liés d'amitié. Eh bien, ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes émue de les voir ici avec vous. Je suis très contente, mes amis. Voilà, je dis toujours que d'un malheur peut sortir un bonheur. Et notre vie fonctionne un peu comme ça, bonheur, malheur. Vous habitez dans le même quartier? On habite l'une en face de l'autre. Et on ne se connaissait pas. Voilà. Et vous êtes rencontrés lors de cette marche blanche? On s'est rencontrés, bien sûr, on se connaissait, mais de vue, on se parlait, on échangeait 2 ou 3 mots. Le ciel est beau, il fait beau, des choses comme ça, très banales. Et puis bon, la marche blanche, oui, je l'ai faite, mais je ne suis pas vraiment allée beaucoup vers Aurélie à ce moment-là parce qu'elle était très entourée. Je suis juste allée l'embrasser, je voulais pas être très présente, elle avait suffisamment de peine à porter sans la mienne en plus. Et notre rencontre s'est faite plus en douceur, petit à petit, par la suite, au niveau de l'association. Et c'est comme ça qu'on construit des rencontres solides. Cette notion de pardon, j'imagine que vous vous êtes souvent posé la question en vous interrogeant sur ce que vous auriez peut-être fait, vous, en tant que maman, à la place d'Aurélie. Moi, j'ai une fille de 20 ans, hein, donc elle aurait très bien pu faire partie du lot de ce truc effroyable. Donc, la première chose que j'ai ressentie, c'est beaucoup de colère en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette société qui permet que des monstres comme ça puissent agir. Donc beaucoup de colère, j'ai dépassé cette colère en agissant par rapport un peu au fonctionnement de la marche blanche, etc. Et après, par rapport au pardon, je n'ai pas la même foi qu'Aurélie, vraiment. Moi, je pense qu'on ne peut... Pour moi, ces assassins-là ont perdu toute notion d'humanité. Et je ne pourrais pardonner à ces assassins-là, à ces jeunes-là, que lorsqu'ils auront fait preuve de leur humanité. C'est-à-dire qu'ils auront montré une véritable compassion et qu'ils sont capables de nouveau d'être des êtres humains et non pas des bêtes féroces. Qu'est-ce que vous dites à ça, Aurélie ? Je dis que des 2 côtés, il y a de la douleur. Et je pense que les parents de ces enfants n'ont jamais pensé qu'ils mettaient au monde des criminels. Qu'est-ce qui a mal fonctionné pour qu'un enfant
Alors, les raisons sont multiples. Elles sont sociétales, elles sont familiales, elles sont dans les lieux de vie des enfants. Mais qu'est-ce qui a si mal fonctionné pour qu'un enfant devienne un criminel? C'est une question que vous ne vous posez pas? Ah si, tout à fait. C'est une question que je me pose et que je poserai à tout à chacun et à nos politiques et à toutes nos structures sociales, écoles, lycées, etc. Je trouve que c'est fondamental de poser cette question à l'heure d'aujourd'hui. Et aussi aux médias, qu'est-ce qu'on montre comme image, qu'est-ce que les jeunes reçoivent, etc. Donc bien sûr que c'est une question sociétale qui, pour moi, m'apporte beaucoup et que je trouve essentielle de poser aujourd'hui. Je reste persuadée que le camp des Pacifiques est plus nombreux. On va s'arrêter là, on va terminer là-dessus parce que ces paroles font du bien. Merci à toutes les deux pour cette magnifique leçon de vie que vous nous avez donnée aujourd'hui. Merci également à vos proches de vous avoir accompagnés sur ce plateau et merci à nos deux experts. On va se quitter avec la chanson de Calogero, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous en mémoire de Kevin et de Sofiane. Merci de nous témoigner chaque jour votre fidélité. Et si ce week-end vous avez envie de redécouvrir des histoires incroyables, eh bien n'oubliez pas votre rubrique dans version féminin. Et tout de suite pour un nouveau numéro d'Histoire continue dans lequel nous retrouverons Franck, ce papa prêt à tout pour son fils Sacha. Il se prépare dans les coulisses. On les retrouve dans un instant. À tout de suite. Toi mon frère, dis-moi pourquoi la vie continue sans moi. Dis-moi pourquoi j'étais là un jour au mauvais endroit. Les cafés, les cinémas.